N'oubliez jamais que ceux qui traitent les gens de fachosphère, justement, ce sont des gens qui appartiennent à la conosphère. Et malheureusement, la conosphère est très répandue dans nos contrées. Merci. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, on accueille votre invité, l'économiste, financier, entrepreneur Charles Gave. Alors, auteur de plusieurs essais, je cite le dernier quand même, Sire, surtout ne faites rien, c'est publié chez Jean-Cyril Godefroy. Aujourd'hui, Charles Gave qui préside le think tank libéral Institut des libertés. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Alors, Charles Gave, beaucoup de sujets que j'aimerais traiter avec vous parce que vous avez à la fois la distance, la lucidité et vous regardez les choses justement en économie, en entrepreneur, mais surtout, je dirais un honnête homme, comme on dit, au sens 18e du terme. Qu'est-ce qui se passe vraiment actuellement ? Parlons un peu du monde, mais ça intéresse absolument tous nos auditeurs et tout le monde parce que ça nous concerne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite, l'Amérique, le Moyen-Orient? On a l'impression que c'est en train de bouger, mais vraiment de façon, je dirais presque, les plaques tectoniques bougent énormément. Je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière, Allez-y. si on va un tout petit peu expliquer. Il y a une tentative qui a commencé il y a à peu près 7-8 ans de Poutine et des Iraniens de créer un arc chiite qui part de l'attaquer en Syrie et qui va jusque le rivage est du Golfe pour l'Arabie Saoudite. Et cette tentative est en train de réussir. Les Saoudiens avaient essayé de déclencher une guerre en Syrie pour virer Assad, qui était chiite, enfin qui est un alawite, mais c'est une forme de chiisme, comme vous le savez. Et donc, c'est en train de rater. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Arabie Saoudite, qui soutenait tous les régimes sunnites, se retrouve dans un monde où elle est un petit peu isolée, se rapproche à toute allure du pouvoir américain et laisse tomber les autres pouvoirs sunnites, parce qu'ils n'ont plus les moyens de les entretenir compte tenu de la baisse du pétrole. Donc ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est assez simple, c'est que l'Arabie Saoudite a plus de sous et que elle peut plus entretenir toutes ces guerres comme au Yémen. Et qu'on est en train d'assister à une victoire du chiisme, quoi. Et le financement de Daesh qu'ils pratiquent avec le Qatar et autres, ils ne peuvent plus l'assurer ? Ils ne peuvent plus l'assurer, mais il n'y avait pas que Daesh n'était pas simplement financé par l'Arabie Saoudite, il était aussi financé par les États-Unis, ou du moins par une partie des États-Unis, c'est-à-dire la CIA. Donc ce qui se passe du côté américain, c'est que vous aviez eu une espèce d'explosion de la diplomatie américaine. Vous aviez l'armée américaine qui faisait une politique, vous aviez la CIA qui avait une autre politique, et vous aviez le président des États-Unis qui avait une troisième politique. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec M. Trump, tout ce monde est en train de rentrer dans l'ordre et recommence à obéir, ou va être forcé d'obéir, ce qui d'ailleurs se passe pas sans mal pour lui d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que tout le problème, est-ce que Donald Trump, parlons-lui, est-ce que vous savez, sa fameuse campagne contre le Deep State, l'État profond, est-ce qu'il va y arriver ou pas ? Parce que pour le moment, c'est pas évident et c'est loin d'être gagné. Est-ce que ces résultats économiques ou le rapatriement, le bien-être économique des Américains, le fait que le Dow Jones marche très bien, est-ce que ça suffira à fait que les 3/4 des gens sont contre lui, je parle de l'establishment, ont envie de le renverser ? Est-ce que ça suffira pour sauver la mise ? Ce qui se passe aux États-Unis est intéressant. Trump a été élu comme candidat républicain. Oui. Il faut bien que vos éditeurs se rendent compte que les principaux ennemis de Trump, ce sont les républicains. Les républicains, ce que j'appelle les républicains country club, vous savez, les républicains bien élevés, l'establishment, les Bush et compagnie, c'est ça son vrai ennemi. Donc la première des choses qu'il doit faire, c'est de se débarrasser d'eux, les uns après les autres. La seule façon d'y arriver, c'est de présenter des candidats populistes aux primaires contre chacun des candidats établi républicain au Sénat aujourd'hui, et c'est ce qui a commencé sous la direction d'un homme qui s'appelle Bannon, qui est le patron de Breitbart, et ça va se passer, et l'élection dans l'Alabama n'est qu'une étape de plus, etc. C'est-à-dire qu'il va présenter des candidats pratiquement trumpistes contre tous les républicains. Contre tous les républicains, à la primaire. À la primaire, c'est ça. Bon, alors les gens me disent, mais à ce moment-là, ça veut dire que comme le parti républicain est divisé, à l'évidence, un peu comme l'étaient, si vous voulez, Giscard et Chirac. Oui, c'est un peu le même genre de truc. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire que les démocrates vont gagner dans un fauteuil aux élections suivantes? C'est pas sûr du tout, parce que parallèlement, on est en train de sortir toutes les affaires crasseuses des années Clinton. C'est-à-dire que l'année qui vient aux États-Unis va être passionnante, parce que vous allez avoir des affaires qui vont sortir sur les Clinton. Par exemple, Charles Gave, donnez-moi un exemple d'affaires qui... Je sais pas, leur fondation Clinton, qui n'était qu'une pompe à fric pour entretenir les Clinton, et à laquelle les gens ont donné, par exemple l'affaire de l'uranium. Oui. Oui, on a vendu... Incroyable cette histoire. Racontez, parce que c'est... l'uranium, il y a 20% des mines d'uranium américaines qui ont été vendues à une société soi-disant canadienne, mais qui en fait était russe. Ah, donc c'est eux qui ont vendu aux Russes. On parle de l'ingérence russe dans l'élection de Trump. C'est les Russes ont soutenu les Clinton comme des malades. Ouais. Et donc, si vous voulez, Trump, il n'a pas d'affaires spéciales avec les... Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toute une série d'affaires qui confinent à la trahison, et qui implique non seulement les Clinton, mais aussi M. Mueller, le type qui est chargé de mener les enquêtes contre Trump. Robert Mueller, l'ancien président du FBI. James Comey. James Comey. Donc, il va y avoir un nettoyage. Moi, j'ai été un jour avec un banquier central américain, il y a 5, 6, 7 ans, qui était le président de la Réserve fédérale de Kansas City. On a discuté comme ça gentiment, on était tous les deux à un petit déjeuner. Il m'a dit, mais Charles, il faut que je t'explique quelque chose quand même, parce que tu n'as pas l'air de comprendre. À la fin des années Clinton, le pouvoir américain, et en particulier la Banque centrale, est tombé sous le contrôle d'une banque sur une plutocratie criminelle. Bon, il m'a donné les noms. Carrément, ouais. Et mais la CIA en même temps, tout le monde est tombé en même temps. Donc vous avez depuis une quinzaine d'années le pouvoir aux États-Unis qui est exercé par une plutocratie criminelle qui a gouverné pour cette plutocratie criminelle. Les taux d'intérêt très bas, ça favorise les riches, ça pénalise les pauvres, comme tout le monde le sait. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que ce pauvre Trump est chargé de nettoyer les écuries d'Augias. Et il a contre lui tous les médias, parce que ces médias sont payés par ces gens-là. Si vous voulez, Walt Disney, vous faites pas une carrière si vous êtes journaliste. La seule façon de gagner de l'argent si vous êtes journaliste, c'est d'écrire des scénarios qui ne valent rien pour Walt Disney, qui vous les paiera très cher. Et donc à ce moment-là, vous dites ce qu'on vous dit de dire. Les groupes médias aux États-Unis sont détenus par 6 grandes institutions économiques. Alors que quand j'étais gamin aux États-Unis, les médias, les journaux, les télévisions étaient détenus par plus de 350 familles. Ouais, aujourd'hui, il n'en reste plus que 6. C'est centralisé. C'est centralisé. Donc vous avez une espèce de, groupe qui est composé des médias, c'est ce que Trump appelle l'État profond, qui est composé des... la CIA, la CIA, jusque-là, le CIA et la FBI, jusque-là, ils sont jusque-là. Une partie de la justice américaine, qui essaye de bloquer par tous les moyens, ceux qui ont été nommés par les Clinton en particulier. Donc, Trump a du boulot devant lui, parce que je dis pas du tout qu'il va y arriver, mais je suis surpris qu'il soit encore en vie, quoi. Il doit être bien protégé. Oui, parce que juste parce qu'on va passer aussi à l'Europe, Charles Gave, mais mais alors, Trump, il a qui? Tout seul, bon, c'est même il a peut-être le peuple derrière lui. Ouais. On va voir ça, ce sera les primaires de 2018. Ça sera les midterms, comme on dit, les primaires de 2018. Ouais. Et là, on va voir, parce que s'il réussit pas à se débarrasser, dans le fond, de la clique Bush, à ce moment-là, je crois qu'il sera un président une seule fois. S'il réussit à s'en débarrasser, la vraie présidence Trump commence en novembre de l'an prochain. Oui, c'est ça. C'est là oui, absolument. Jusque-là, on n'a pas la vraie présidence Trump. Ouais. On a un Trump qui est coincé, qui est bloqué. Ouais, mais absolument. il peut se débloquer. Pour faire ça, il faut qu'il ait une chambre de représentants et un Sénat. La chambre des représentants est assez facile à manipuler, parce que c'est le Sénat qui est très difficile. Donc il faut qu'il vire 5 ou 6 sénateurs républicains du style McCain, qui sont à la limite de qui font partie de cette classe dirigeante. Dirigeante, absolument. Non, mais en tout cas, c'est passionnant et c'est à suivre, parce que ça nous concerne aussi, ce qui va se passer en Amérique se passe ici. Alors, revenons en France. Vous êtes revenu en France, là, vous êtes... que pensez-vous de ce qui se passe au-delà on en a parlé longtemps, de l'épisode plutôt comique, tragicomique du remaniement, au-delà des polémiques sur le sexe des anges, parce que vous avez vu que le sexe des anges, maintenant, c'est devenu idéologique. Oui. C'est devenu moral et bon...
Et au-delà de ça... En général, quand ça se produit, le sexe des anges, on n'est pas très loin d'un écroulement. Hein. Oui, quand les intellectuels se préoccupent du sexe des anges, c'est pendant le siège de Constantinople. Et en général, les Turcs étaient devant et ça dure pas très longtemps. C'est vrai. Les Turcs se préoccupaient assez peu du sexe des anges. Ouais. Et on en est un peu là ici. Mais alors, comment l'état de la France aujourd'hui, vous trouvez ça comment? Enfin, l'impression que ça vous donne à la fois politique et politiquement, économiquement. Est-ce qu'on peut raisonner un petit peu en termes quasiment philosophiques? Allons-y, allons-y. C'est tout à fait. Sur Sud Radio, tout est possible. Tout est possible. Et tout est permis. Bien, écoutez, je crois qu'il faut raisonner simplement. Qu'est-ce qui caractérise une nation? Vous avez deux critères essentiels. La souveraineté, c'est-à-dire la possibilité de contrôler toute une série de choses qui dépendent de la nation. Et puis l'identité, que la nation se sente... Ça fait à peu près 30-40 ans que toutes les élites qui sont tout à fait semblables à celles qui sévissent aux États-Unis, dont M. Trump veulent se débarrasser, si vous voulez, il n'y a pas de différence entre elles, c'est les mêmes élites partout. Mondialisées, absolument, veulent faire disparaître et l'identité de la France et la souveraineté de la France. Et il est tout à fait évident qu'en Europe de l'Est, en particulier, où ils avaient perdu leur souveraineté, mais où ils avaient toujours gardé leur identité. Oui. Et ils ont eu les soviétiques, eux, pendant... Mais c'est pour ça qu'ils avaient perdu leur souveraineté, donc ils n'ont pas du tout envie de la reperdre. Ouais. Donc on est en train de voir remonter à la surface l'ancienne Autriche-Hongrie, qui était tous ces pays-là, dont le but était de nous protéger contre les Turcs et contre l'alliance russo-allemande. Et la nouvelle Autriche-Hongrie, qu'on appelle le groupe de Visegrad, est en train d'arriver exactement à ça. Donc je crois que l'effort de Macron-Merkel est la dernière tentative qui peut exister politiquement pour continuer cette œuvre de destruction et de l'identité et de la souveraineté. Mais je crois qu'ils vont échouer. Et tant mieux. Vous pensez que Macron et Merkel, que d'ailleurs, vous avez cité Steve Bannon, il les appelle le Ken et Barbie de l'Europe, oui, dans un récent interview. Vous pensez que vraiment Macron et Merkel, vraiment, je dirais volontairement, enfin, ils ont un esprit, voilà, il y a plus de France, il y a plus d'Allemagne, il y a l'Europe, et c'est leur alpha et oméga, leur horizon indépassable. Oui, je crois que c'est ça, c'est à peu près ça. D'ailleurs, Macron nous l'a dit pendant la campagne, il n'y a pas de culture française. Il l'a dit. Il a dit ça. Il est revenu dessus, mais enfin, il l'a dit. Il l'a dit, donc, si vous voulez, quand il était parlé des crimes contre l'humanité... La colonisation. La colonisation, crime contre l'humanité, c'est se moquer du monde, enfin. Donc, quelque part, oui, il a absorbé cette idée que les nations sont à l'origine des guerres, alors qu'il n'y a jamais eu de guerre entre deux pays démocratiques. C'est vrai. On oublie de le dire, ça. C'est vrai qu'il y a jamais eu de guerre. Ce qui empêche la guerre, c'est pas la nation... Non, c'est l'absence de démocratie. Absolument. Oui, mais alors, qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui? Vous avez dit vous-même, taux d'intérêt très bas, le prix du pétrole, pour revenir un peu à l'économie, mais tout est lié. Le prix du pétrole est très bas aussi, il va le rester en tout cas pour un moment. Sauf si les Russes réussissent. S'ils réussissent à faire sauter les monarchies sunnites, qui est leur but ultime, à ce moment-là, votre pétrole ira faire un tour à $200. Hein. Oui, mais est-ce qu'ils réussiront? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais vous savez, il y a 70% de chiites à Bahreïn. Et à partir du moment où l'Arabie Saoudite n'est pas très costaud, ils peuvent se révolter. Et je vous signale que la 5e flotte américaine qui contrôle le Golfe le détroit d'Ormuz est stationnée à Bahreïn. Et s'il y a un pouvoir démocratiquement élu domestique qui demande aux Américains de quitter Bahreïn, le pétrole ne sera pas à 50. Hein. Oui, ça c'est vrai que ça risque de remonter. Mais en attendant, est-ce qu'aujourd'hui, la situation économique peut dire oui, mais regardez, ça va, effectivement, le chômage, on sait qu'il est à 10%, à 6 millions, toujours 6 millions de chômeurs. Mais la situation économique, on a l'impression, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, Charles Gave, on a l'impression que les Français sont un peu en état de sidération aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit, vous savez, c'était la France sans nu au moment de 68, alors c'est le sexe des anges et peut-être le sexe des anges, la discussion sur le sexe des anges préfigure effectivement Constantinople et autres, mais pour le moment on a l'impression qu'on est en état de sidération, que voilà, on est comme un liquide suspendu comme ça et que rien ne se passe. On est dans un monde irréel, c'est-à-dire on sait qu'il y a un certain nombre de problèmes très graves qui arrivent, mais on vit au jour le jour en se disant, on n'est pas encore mort, quoi. C'est merveilleux. Jusqu'ici, tout va bien, dit le type en descendant du 60e étage. En tombant du 60e étage. On est dans un état comme ça. Et c'est très curieux parce que, prenez la politique économique de Macron, par exemple. Bon, il s'attaque au droit du travail.
Ouais. Très bien, mais le secteur privé ne représente que 43% du PIB français. 57%, c'est le secteur public. Absolument. La réalité, c'est donc que le secteur public en France représente 12 points de PIB de plus que le secteur public Privé. allemand. Ah oui, exact. Oui. Une entreprise D'accord. française qui fait concurrence à une entreprise allemande, qui paye le secteur public? C'est le secteur privé, personne d'autre, parce que l'État peut pas s'imposer lui-même. Il est pas. Donc ça veut dire que toute entreprise française commence avec 12 points de PIB dans les dents de défaveur vis-à-vis de l'Allemagne. À cause des prix, à cause des prix de revient, à cause des tout, impôts, ouais. à cause de tout ce que vous voulez, etc. Ouais. Bon. On peut pas leur demander de faire concurrence aux Allemands avec 12 points de PIB dans les dents dès le début, quoi. Donc, la première chose d'un homme d'État, ça aurait été de réduire le poids de l'État. Bien sûr. Tandis que ce qu'il fait, c'est qu'il change le droit du travail pour les petites gens, à la limite, en espérant qu'ils vont travailler beaucoup plus, qu'on va pouvoir les exploiter beaucoup plus, de façon à pouvoir porter ces 57% qui sont beaucoup trop élevés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils se trompent de priorité. Le droit du travail, c'était important. Dieu sait que c'était important. Mais ça n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que la France a 57% de son PIB qui est fait par le secteur public. C'était donc de dégraisser le secteur public. C'était de changer, de trouver des nouvelles formes par exemple, en Suède, ils ont eu le même problème quand ils ont sauté en 92. Bon, ils ont dit, dans l'éducation, où ils avaient des très graves problèmes, est-ce que tout le monde est d'accord pour que les enfants aient une bonne éducation? Tout le monde a dit oui. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit payé par les impôts? Tout le monde a dit oui. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit fait par des fonctionnaires? Tout le monde a dit non. Et donc, ils ont d'un seul coup donné une espèce de petit ticket à chaque famille, et cette famille peuvent créer une école, et du coup, l'éducation est devenue un vecteur de croissance incroyable. En Suède, à la place d'être un endroit où tout le monde est malheureux, vous avez des écoles qui sont créées, qui font des expériences, et le but de l'État, c'est de devenir un État prescripteur et vérificateur, mais qui fournit pas le bien. Pas l'État mammouth qu'on voit comme il est. Charles Gave, écoutez, c'est passionnant, vous reviendrez quand vous voulez, on va se revoir et on va continuer à faire, non pas l'autopsie, soyons clairs, j'espère jamais, mais en tout cas l'analyse au scalpel de ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Merci beaucoup. Merci. Et on rappelle votre livre d'ailleurs, Charles Gave, en tout cas le dernier d'entre eux, Sire, surtout ne faites rien, c'est publié chez Jean-Cyril Godefroy. Merci à vous, André Berkoff également, à demain. À demain. Midi. Dans tous vos états, exactement. On vous retrouve en podcast en attendant sur sudradio.fr. Très important si vous voulez réécouter l'émission d'André Berkoff à suivre.